Vladimir Poutine a passé des mois à promettre au monde qu'il avait créé quelque chose qu'aucun pays occidental ne pourrait jamais arrêter. Un missile qui volait 10 fois plus vite que le son, capable de percer n'importe quelle défense. Et, dans la nuit du 23 au 24 mai, il a utilisé cette arme contre l'Ukraine pour la 3e fois depuis le début de la guerre. Le résultat ? 50 millions de dollars dépensés pour détruire un ensemble de garages à Bila-Tserkva. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est que cette même nuit, la Russie a lancé un deuxième Oreshnik. Et à propos de celui-ci, eh bien, ils n'ont rien confirmé, rien expliqué, et sont restés complètement silencieux. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça ? Parce que ce qui est arrivé avec ce deuxième missile expose un point faible que Poutine ne veut pas que personne ne voie. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, tu dois savoir ce que Poutine a promis, et quand il a présenté l'Oreshnik au monde, en novembre 2024. La Russie a lancé l'Oreshnik pour la première fois contre Dnipro, en Ukraine. Peu après, Poutine est allé à la télévision pour expliquer ce que cela signifiait. Il a dit qu'il était impossible à intercepter, qu'il volait à plus de 10 fois la vitesse du son, qu'il détruisait les bunkers souterrains et tout ce qui se trouvait au-dessus du sol. Et puis il est allé plus loin. Il a défié l'Occident publiquement. Il a dit que les pays de l'alliance militaire occidentale pouvaient choisir une cible à Kiev, mettre en place toute la défense aérienne disponible et qu'ils tireraient l'Oreshnik. Voyons ce qui se passe, a dit Poutine. Nous sommes prêts pour cette expérience. C'était un pari énorme et une promesse très précise. Mais il y a un détail que presque personne ne mentionne. Le département de la défense des États-Unis lui-même a classé Oreshnik comme expérimental. Autrement dit, ce n'est pas une arme prête à l'emploi, c'est un prototype en cours de test en situation de combat réel. C'est comme lancer une voiture sur le marché sans effectuer les tests de sécurité et dire que c'est la meilleure du monde. Et une fois que vous comprenez cela, tout va avoir plus de sens. Parce que, lors des 2 premières utilisations, l'Oreshnik a été lancé sans ogive explosive, sans bombe, juste des blocs métalliques qui détruisent par la force de l'impact à grande vitesse, sans exploser, uniquement par la force du choc. Et dans les 2 cas, les dégâts ont été minimes. Il n'y a eu aucun signe des effets dévastateurs promis. Ce soir-là, le récit de l'arme invincible commençait déjà à se fissurer. Mais la Russie a insisté. Et puis est arrivé le 3e lancement. Aux premières heures du 24 mai 2026, la Russie a mené l'une des plus grandes attaques de l'année. Il y a eu 600 drones et 90 missiles contre Kiev et d'autres régions. Et, au milieu de tout cet arsenal, se trouvait la vedette du spectacle, l'Oreshnik, lancé contre Bila-Tserkva, une ville de 200 000 habitants, située à environ 80 km de la capitale ukrainienne. Le missile est arrivé, les blocs se sont séparés dans les airs, comme prévu, et ont touché un ensemble de garages. Non, ce n'était pas un quartier général militaire, ce n'était pas une usine d'armement, ce n'était pas une centrale électrique, juste des garages. Les cratères faisaient environ 3 mètres de diamètre et 2 mètres de profondeur. Les habitants de Bila-Tserkva sont sortis des abris et ont trouvé des trous de la taille d'une chambre. C'est le résultat de l'arme dont Poutine avait dit qu'elle changerait la guerre. Des chercheurs de Defense Express ont calculé que l'effet total de l'Oreshnik était en pratique équivalent à celui de 36 drones Shahed avec une ogive renforcée. Maintenant, considérez que le Shahed est un drone iranien bon marché que la Russie utilise en grande quantité. Cela en dit long sur l'industrie militaire russe. Elle dépend de la technologie iranienne pour le sale boulot, tout en dépensant des fortunes dans des prototypes qui fonctionnent à peine. Un Oreshnik, par exemple, coûte 50 millions de dollars. Pour ce prix-là, ils pourraient acheter des centaines de drones. Les Russes eux-mêmes s'en sont rendus compte. Des groupes ultranationalistes sur les réseaux sociaux se sont déchaînés en critique. L'un d'eux a écrit « Encore une fois, des ogives vides, des effets spéciaux, inutiles.
Aucun pont détruit, aucun barrage, aucune cible réelle. Ce n'étaient pas des analystes occidentaux qui disaient cela. C'étaient ces Russes eux-mêmes qui soutiennent la guerre. L'arme que Poutine a utilisée pour intimider toute l'Europe n'a même pas réussi à impressionner ceux qui la soutiennent. Mais ce n'était pas le plus grand problème de la soirée. Parce que, pendant que le monde débattait de l'attaque contre les garages, quelque chose de bien plus révélateur se passait en silence. Et la question que personne n'a posée était simple. Pourquoi la Russie est-elle restée complètement silencieuse sur ce qui s'est passé ensuite ? Des sources de renseignements en sources ouvertes ont identifié des signes d'un deuxième Oreshnik lancé la même nuit, tiré quelques heures après le premier. Sauf que celui-ci, la Russie ne l'a jamais confirmé. Silence total. Ce que suggèrent les vidéos et les analyses, c'est que ce deuxième Oreshnik a échoué en vol et s'est écrasé sur le territoire occupé par la Russie, dans la région de Donetsk, près des villes d'Avdiivka et de Yassinovata, sous contrôle russe. Alors que le monde regardait encore les photos des garages, des morceaux du missile russe lui-même tombèrent sur des positions russes, sans que le gouvernement russe ne dise un mot. Certaines analyses n'excluent pas qu'il ait touché les forces russes elles-mêmes. L'Institut pour l'étude de la guerre, l'une des organisations d'analyse militaire les plus respectées au monde, a confirmé cette interprétation. Si le deuxième lancement est confirmé, un Oreshnik sur 4 utilisé dans la guerre a échoué. 25% d'échecs. Pour un missile que Vladimir Poutine a présenté comme l'arme la plus avancée de la planète. Savez-vous ce qui est pire dans cette histoire ? La meilleure explication de pourquoi il échoue, est la plus simple de toutes. Le missile a échoué parce qu'il a été mal fabriqué. Pendant ce temps, le silence du gouvernement russe en dit long. C'est presque comme s'ils étaient en train de le confirmer. Quand ça marche, ils l'annoncent bruyamment. Quand ça échoue, ils cachent, ils restent silencieux. Et les effets de cela vont au-delà de cette nuit. Voyez-vous, la Russie produit environ 5 Oreshnik par an. Un tous les 2 mois. C'est une arme extrêmement rare, incroyablement chère, utilisée pour semer la peur. L'effet visé est psychologique, pas destructeur. Mais cet effet dépend d'une chose. La croyance que le missile est, en fait, ce que Poutine dit qu'il est. Mais aujourd'hui, cette croyance s'effondre. Lors des 3 utilisations, le schéma était identique. Une énorme promesse, un résultat médiocre. Et maintenant, nous avons une défaillance que la Russie essaie de dissimuler. Et cela a de réelles conséquences, parce que ses alliés observent, ses adversaires aussi. Chaque fois qu'une arme invincible livre moins que ce qui a été promis, la crédibilité de la Russie diminue. Les pays qui comptent sur la puissance militaire russe pour se sentir protégés voient en direct ce que cette puissance vaut en pratique. Tu te souviens de ce défi que Poutine a lancé à l'Occident ? Choisissez une cible à Kiev. Voyons ce qui se passe. L'Occident n'a pas eu besoin de répondre. Oreshnik a répondu de lui-même. Maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que la Russie va continuer à utiliser Oreshnik comme outil d'intimidation, même avec ses résultats ? Laisse un commentaire. Si ce contenu t'a aidé à comprendre ce qui se passe, partage-le avec quelqu'un qui suit aussi la guerre. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. On continue de surveiller tout ce qui se passe en Ukraine. À la prochaine.